Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'incontournable, voici le sommaire. Renforcement du dispositif stratégique de la gouvernance publique, appréciation mitigée des annonces du chef de l'État. Macky Sall a annoncé lundi, entre autres, la mise sur pied d'un office national anticorruption. Suivez d'ailleurs après cette édition nos débats live sur la question autour de Mamoudou Ibra Kane et d'El Hadji Assane Gueye en français et en wolof, 21h, 22h sur cette antenne. Début ce mardi de la semaine nationale de la prévention routière, une sécurité routière durable au Sénégal au cœur des réflexions, cette 10e édition. Un contingent de 200 soldats sénégalais attendu en Guinée-Bissau dans les prochaines heures. C'est dans le cadre de la mission de maintien de la paix de la CEDEAO. Et puis, large fenêtre sur le Mali suite à l'agression du président intérimaire qui vient maculer le processus de normalisation en cours. Le gouvernement a ouvert une enquête pour situer les responsabilités. Nous en parlons en fin d'édition avec le professeur Bakary Samb. Il est spécialiste des relations internationales et questions islamiques. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'abord, le point sur l'actualité, comme il est de coutume, avec Cheikh Tidiane Diao. Bonsoir. Bonsoir, Khalifa. D'abord, Cheikh Tidiane Diao, les réactions mitigées suite à l'annonce de la création d'un office national anticorruption. Le Forum civil, donc, qui salue la décision du chef de l'État de mettre sur pied une structure pour la lutte contre la fraude et la corruption. Une décision qui n'agrée pas certains barons de l'ancien régime à l'image de Maître Amadou Sall. Plus de détails avec Fatima Ba et Gervais Yao. Le premier instrument est l'Office national anticorruption, OFNAC. Le second instrument est la Commission nationale de restitution des biens et de recouvrement des avoirs mal acquis. Une nouvelle diversement appréciée dans l'espace public. Si du côté du PDS, l'on fustige cette décision avec la sortie de Maître Amadou Sall sur les ondes de la RFM, au niveau du Forum civil, l'on salue l'initiative. Je me suis rendu compte que depuis qu'on a annoncé ces différentes institutions, il y en a qui sursautent. Il y en a qui ne voudraient pas, qui sont en train de critiquer, qui ne voudraient pas que ces différents instruments également voient le jour. Donc ce que les autorités actuelles devront faire, c'est de continuer également leur ambition. Cette commission chargée de la lutte contre la corruption et la fraude se doit d'être indépendante pour réussir sa mission. Il suffit d'avoir un organisme quand même assez indépendant, très indépendant je veux dire, d'avoir également les prérogatives qu'il faut, d'avoir les ressources humaines qu'il faut, d'avoir les ressources également matérielles et de leur doter des moyens, surtout financiers, et moyens humains et moyens matériels qu'il faut pour faire face également à ce fléau de lutte contre la corruption. Parce que lutter contre la corruption, c'est lutter contre des intérêts. La décision de mettre en place une structure pour la lutte contre la fraude et la restitution des biens publics n'a pas été la seule nouvelle lors de la remise du rapport des inspections générales d'État. Le président de la République a par la même occasion annoncé la réduction de 59 agences. Et puis, Cheikh Tidiane Diao, un système de paiement électronique des droits de douane pour bientôt. C'est pour mieux sécuriser les opérations économiques. La douane prévoit de mettre en place son système électronique des droits de douane et des taxes assimilées. Plus de détails avec le directeur général de la douane. Il s'appelle Mohamedou Mokhtar Cissé. Il est interrogé par Marie-Christine Mendy. Souvent, les importateurs importent, mais pour faire leur déclaration, ils passent par des intermédiaires agréés qui sont les commissionnaires en douane, que vous appelez traditionnellement les transitaires. Et donc aujourd'hui, avoir un mode de paiement électronique, cela permet de sécuriser à la fois les importateurs qui versent leurs droits auprès de ces transitaires-là. Ça permet également de sécuriser les recettes de l'État, parce que par la voie électronique, la validation par la banque, ensuite la validation par le Trésor, permet d'avoir un circuit fermé avec un degré d'authentification qui sécurise l'ensemble de la chaîne de paiement. Et puis, Cheikh Tidiane Diao, la suite avec cette semaine consacrée à la sécurité routière. Avec le gouvernement du Sénégal, donc, qui doit s'engager dans la lutte contre l'insécurité routière. C'est l'appel du directeur général de la prévention routière à l'occasion de la 10e édition de la semaine nationale de la prévention routière. Avec pour thème, quelle solution pour une sécurité routière. Donc, je vous propose d'écouter le directeur général donc, de la prévention routière. Il s'appelle Matar Faye. Il est interrogé par Nafissatou Silla et Abba Kamara. Oui, c'est une question qui est posée et que tout au long de la semaine, nous allons avoir des rencontres avec
la société civile, les chefs religieux, je veux dire en fait tous les usages de la route pour au moins vous proposer des solutions avec lesquelles peut-être nous allons discuter peut-être avec l'État du Sénégal parce que vous savez très bien que la prévention routière comme la sécurité routière ne peut jamais marcher si l'État ne l'érige pas en priorité. Aujourd'hui, on a vu qu'en fait il y a ce déficit et petit à petit, l'État commence à s'impliquer davantage en mettant des moyens, parce que tout le monde sait que la sécurité routière demande de gros moyens. Nous revenons plus largement sur le sujet au cours de la semaine nationale consacrée à la sécurité routière. Cheikh Tidiane Diaw, cette mission de la CEDEAO attendue en Guinée-Bissau. Ce sont plus de 200 soldats sénégalais envoyés en Guinée-Bissau pour le maintien de l'ordre dans les prochaines 48 heures. Donc ce sera sous l'égide de la CEDEAO. La cérémonie de remise de drapeau a eu lieu hier au camp militaire de Bargny. Là-dessus, je vous propose d'écouter le colonel Toun, interrogé par Fatima Ba et Madani Marega. Le Sénégal répond dans le cadre du Conseil des Nations, ce qu'on fait depuis 1960 déjà, depuis notre accession à l'indépendance, donc au maintien de la paix internationale. Donc dans ce cadre-là, ce contingent sénégalais s'insère dans celui de la CEDEAO et va aider un pays frère, donc à côté, à pouvoir revenir à la situation normale. Donc la mission et le mandat que nous avons reçu, c'est d'accompagner la transition au niveau de la Guinée-Bissau jusqu'à ce que la paix définitive y revienne. C'était le colonel Thioune interrogé par Fatima Ba, Khalifa Diakhaté. C'était tout pour la page des sports. Merci, Cheikh Tidiane Diaw. La page des sports, ce sera à la fin de cette édition. Alors, je vous le disais, en titre, cette large fenêtre sur le Mali, l'agression physique du président par intérim qui complique le processus de normalisation en cours. Lundi, en effet, des manifestants ont occupé le palais de la République pour demander la démission de Diokounda Traoré. 3 d'entre eux ont été tués par les forces de l'ordre. Une enquête est en cours pour situer justement les responsabilités dans cette affaire. Et nous retrouvons Diakaridia Dembélé à Bamako. Bonsoir Diakaridia. Oui, bonsoir. Alors, quelle est la situation au Mali à l'heure actuelle? Disons que cette journée de mardi, la situation est plus ou moins calme. Mais hier, comme vous l'avez dit, les rues de Bamako étaient toutes prises. Et sur une distance de 5 à 8 km environ, il fallait voir cette marée de personnes qui sont parties du monument de l'indépendance jusqu'au palais de Koulouba. Et quand ils sont arrivés dans un premier temps, il y a une partie qui a été reçue par le président Diokounda. Il les a écoutés, il a pris bonne note selon lui-même. Mais après, de compte rendu, une partie est rentrée et l'autre partie a filé dans le palais. Ils ont saccagé son bureau, on lui a porté des coups de pied et il a été blessé et transporté à l'hôpital par le Premier ministre qui avait aussi été informé. Et après, le gouvernement a fait une déclaration aujourd'hui pour, dit-il, situer les responsabilités, surtout au niveau sécuritaire, parce que c'est impensable que des gens montent comme ça jusqu'à atteindre physiquement le président de la République. Voilà un peu la situation. Alors, Diakaridia, c'est quand même assez hallucinant. Comment est-ce que des manifestants ont pu accéder au bureau du président pour ainsi l'agresser? Selon les informations, quand les manifestants sont arrivés dans un premier temps, le président même a demandé à les recevoir et à les écouter. Oui. Et ce qui a été fait, il a reçu quelques responsables de ces marcheurs jusque dans son bureau. Et comme je le dis, ils ont fait après le compte rendu à la base et certains étaient d'accord, d'autres n'étaient pas d'accord. Donc ceux qui étaient d'accord avec ce qu'il a dit, ils sont rentrés. Mais c'est les autres maintenant qui sont allés, la sécurité a essayé d'intervenir, mais les gardes ont été dépassés. Et voilà un peu comment ils ont pu atteindre sa personne physique. Très bien. Merci Diakaridia Dembélé, correspondance particulière de Bamako et puis des citoyens maliens établis à Dakar demandent l'intervention rapide de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, des commerçants pour la plupart qui jugent fâcheux cet acte posé par des compatriotes. C'est des propos recueillis par Maïmouna Ndiaye et Yaya Diallo. Mal d'entendre des choses comme ça sur son pays, mais je pense que la CEDEAO et l'ex-junte militaire du Mali avaient signé un accord sur lequel ils étaient dit que le président par intérim devait partir
dans 40 jours. Donc ils avaient signé un accord que la CEDEAO n'a pas plus ou moins respecté. À mon avis, c'est très bien. Ils ont bien fait. En tant que président de l'Assemblée, un tel problème qui s'impose dans leur pays, et ils imposent rien. On n'entend rien à cela. Non, vraiment, c'est ça qui m'a vraiment déçu. C'est pas normal. Mais la CEDEAO en personne, la CEDEAO, eux ils savent très bien que c'est un gars qui n'est pas aimé au Mali. Le nommé Djangouda Traoré, c'est un gars qui n'est pas aimé au Mali, ni par les militaires, ni par la population. Pourquoi la CEDEAO ne doit pas exiger les Maliens faire asseoir Djangouda, soit disant que Djangouda est présent par force. C'est le même régime qui est là. M. Djangouda est là, à la tête du Mali, c'est comme si c'était ATT qui est là, donc il doit partir. Les Maliens ne veulent pas de ces gens-là. C'est à cause de ces gens-là que le Mali est maintenant dans cette situation. Actuellement, si la CEDEAO ne veut pas prendre l'affaire en main, ils n'ont qu'à se dégager entre nous Maliens. Nous, on a la solution en main. La lecture d'observateurs maliens toujours au Sénégal, des journalistes en formation chez nous qui analysent l'impact de cette agression de Traoré sur l'avenir politique de leur pays. Chérif Diaye Diallo. Officiellement, la période intérimaire de 40 jours devrait prendre fin aujourd'hui au Mali pour que débute la transition. Mais contre toute attente, des manifestants agressent le président Dioncounda Traoré. On s'était réjoui justement de ce que j'appellerais un gentleman agreement qui avait été trouvé entre les deux parties, à savoir bien entendu la junte et la CEDEAO. Malheureusement, on a vu que hier, il y a des gens qui sont partis agresser le président, ce qui n'est pas, en tout cas, de nature à rayonner l'image du Mali. L'agression du président intérimaire au Mali menace un processus politique qui pourtant était bien parti, estiment ces journalistes. Les décisions de la CEDEAO ont reçu l'assentiment et de la classe politique, je l'ai dit, et de l'armée à travers son représentant principal qui est le capitaine Sanogo, qui a accepté le principe. Moussa Koulibaly et Al-Ousseinou Traoré préconisent la libération des villes du Nord sous l'emprise des rebelles avant de penser à l'organisation d'élections. Il est temps aujourd'hui qu'on taise les querelles intestines, qu'on mette le Mali au-dessus de tout et que les uns et les autres se retrouvent, qu'on fasse une union sacrée autour du Mali pour aller en tout cas sur de nouvelles bases. La transition risque de voler en éclats avec l'agression du président Dioncounda Traoré, selon ces journalistes. Ils estiment que la violence sape aussi les efforts de la CEDEAO qui ont pour objectif de stabiliser un pays sous la menace d'une partition. Chérif Dia, l'agression de Dioncounda Traoré pourrait en effet ralentir davantage la médiation de la CEDEAO. Malgré les accords, la crise persiste. De quoi s'interroger justement sur l'efficacité de l'instance. C'est un récit d'Amina Sow. L'agression de Dioncounda Traoré complique la tâche à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un coup dur pour l'organisation sous-régionale ouest-africaine. Cette instance a signé dimanche dernier un accord de principe avec les parties impliquées. Cet accord prévoyait la poursuite de la transition par Dioncounda Traoré pour une durée d'1 an et l'octroi du statut d'ancien chef d'État à Amadou Aya Sanogo. La signature de l'accord cadre du 6 avril a été le premier acte posé par l'organisation sous-régionale. Un accord qui désignait le chef du Parlement comme président intérimaire. Mais cet accord sera revu au sommet extraordinaire d'Abidjan. Les États membres de la CEDEAO peaufinent un autre plan de sortie de crise. Dioncounda Traoré est proposé pour continuer la période de transition pendant 1 an. Il prévoit également l'envoi de soldats au Mali. Le capitaine Amadou Sanogo oppose un niet catégorique à ces décisions. Il affirme que ces mesures violent l'accord cadre du 6 avril. Dakar sera aussi le point de ralliement des représentants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest le 3 mai 2012. Au menu des discussions, la recherche d'une position commune et sans équivoque sur la crise malienne.
L'une des principales recommandations sorties de ce sommet, l'envoi d'une force africaine si le Mali en fait la demande. Vu la tournure actuelle des événements, l'urgence d'une solution rapide se précise. Amina Sow, merci. Un des dégâts collatéraux de cette crise consécutive au putsch du 21 mars dernier, le coup de frein de l'activité économique des transporteurs maliens qui relient Dakar à Bamako. C'est un sujet de Fatih Dieng à Tanarba. Abdou Salam Maïga effectue le trajet Dakar-Bamako 3 fois par mois au volant de son camion. Mais depuis le putsch du 21 mars dernier au Mali, ses affaires sont au ralenti. Actuellement, je fais une seule voyage par mois. Bon, ça me fait déjà une semaine déjà, je n'ai même pas eu le chargement pour partir. Bon, j'espère quand même d'ici vendredi, j'espère avoir quelque chose pour partir quand même. Pour l'heure, les frontières sont toujours ouvertes. Mais ici, au garage malien de Krambaou, les transporteurs sont inquiets. Si, nous avons peur, parce que vis-à-vis de la situation dont nous vivons, on ne veut plus qu'un problème aussi va se décanter pour essayer de nous mettre dans des nuages. Les marchandises qui rentrent au Mali, qui sortent, ça va dans une somme de 300 à 400 millions par jour. Et les commerçants, ils sont peur d'amener leurs bagages envers ici, envers Abidjan, partout, parce qu'avec les problèmes qui se passent chez nous actuellement, ça fait peur beaucoup de gens. C'est des centaines de millions, hein. C'est des centaines de millions qu'on fait rentrer au pays chaque jour. Même des retours à Dakar aussi, c'est des centaines de millions. Hein. Depuis quelques mois, l'activité économique de ces chauffeurs subit un coup de frein. Ces transporteurs prient pour un Mali apaisé afin qu'ils puissent travailler normalement. Et puis dans l'histoire récente de cette crise malienne, bien sûr, cette étincelle partie de la rébellion Touareg, mais surtout alimentée par la chute du régime libyen de Muammar el-Kadhafi. Un récit de Dissa Prera. Le conflit entre le Mali et les Touaregs remonte au lendemain des indépendances. Le premier président malien Modibo Keïta a dû réprimer très tôt une première rébellion. Dans les années 90, ses successeurs à la tête de l'État ont dû affronter le même problème jusqu'à la signature d'un pacte national en 1990. Mais le dernier épisode de ce conflit est parti de la chute de Muammar el-Kadhafi. Le chaos qui a suivi cette chute a entraîné une prolifération d'armes de guerre dans tout le Sahel. Des combattants Touaregs ayant soutenu le guide libyen sont rentrés armés jusqu'aux dents dans leurs pays respectifs, au Niger, mais surtout au Mali. L'accalmie entre les rebelles accueillis en citoyens et Bamako n'a duré que le temps d'une rose. Menaka, Aguelog et Tessalit ont été les premières villes du nord-est malien à être attaquées par la rébellion. Pas vraiment une surprise tant les mises en garde sur les graves menaces que représentait le retour de ces hommes armés ont été nombreuses, y compris de la part de l'ONU. Dans cette immense mer de sable qu'est le Nord Mali, pas moins de 3 groupes de combattants se partagent le territoire. Le mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, l'Ansar al-Din et l'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI. Les premières attaques ont été enregistrées à la mi-janvier. En février, le MNLA prend le contrôle de Menaka. Au mois de mars, une nouvelle série de combats a été signalée à Tessalit, autrefois tenue par les rebelles. Elle mène au coup d'État à Bamako le 21 mars. Le 22 au petit matin, le capitaine Sanogo fait une apparition télévisée pour annoncer que la junte venait de déposer le président Amadou Toumani Touré. La page des sports avec Cheikh-Yann Diao. Rebonsoir. Rebonsoir Khalifa Diakhaté. Ils seront 24 au lieu de 27 lions à Marrakech. La faute aux clubs norvégiens qui ont refusé de libérer leurs internationaux. Le 25 mai n'étant pas une date à FIFA. Donc les internationaux concernés sont Stéphane Badji de Songdal, Karamboy de Tromsø et Victor Binga de Sandford. Les Lions du Sénégal donc qui vont quitter Dakar tard dans la nuit pour le Maroc où ils vont disputer une rencontre amicale contre les Lions de l'Atlas. Ce sera le 25 mai prochain. Football avec le championnat local. On a fini de connaître les 4 qualifiés pour les playoffs. Moustapha Seck qui salue la régularité de ces 4 équipes que sont Djambar, Uzo, l'équipe de Niaritali et également l'équipe du Casasport. Mais tout de même, le coach de Niaritali déplore le système des 2 poules qui, selon lui, a nuit à son équipe. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Saïr Ansadiop. Ma conviction reste qu'un championnat
la meilleure formule, c'est qu'il se joue en une seule poule. Donc c'est dommage, il y avait des raisons qui avaient poussé les gens à jouer avec 2 poules. Donc je veux dire la CAN et les élections. Mais aujourd'hui, la meilleure formule restera toujours une seule poule. Mais étant une situation de fait, donc on était obligé de s'adapter. Aujourd'hui, il y a 4 équipes qui sont qualifiées. Donc elles ont été les plus régulières durant ces phases de poule. Basketball à présent, c'est la paix des braves au bureau fédéral de la Fédération sénégalaise de la discipline. Cela fait suite à la médiation du ministre des Sports, El Hadji Malick Gakou. Nous l'écoutons, il est avec le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Baba Tandian, des propos recueillis par Cheikh Sadibou Diarra et Mar Diagne. Vous n'ignorez pas que quelques turbulences ont traversé la vie du basket ces derniers moments. Et le président Tandian s'est engagé à côté de l'État à réunifier la famille du basketball sénégalais, à tout faire pour que le basket puisse, dans l'unité et le rassemblement, gagner encore des trophées et des trophées. Il nous a montré ce qu'il a envie de faire pour le basket. Il nous a montré là où il veut aller avec nous pour le basket. Et je pense que aujourd'hui, nous n'avons plus de raison, mais de ne pas espérer. C'est lui notre patron. Moi, je ne suis que délégataire de pouvoir. Et je suis là pour réussir quelque chose dans le basket. Et je ne peux pas réussir sans lui. Et je crois que s'il me demande quelque chose dans le sens du basket, je crois que je n'ai pas le droit de lui dire non. El Hadji Malick Gakou et Baba Tandian, respectivement ministre des Sports et président de la Fédération sénégalaise de basketball. Khalifa, cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la page des sports. Et c'est la bonne, c'est la page des sports. Merci Cheikh Tidiane Diao. Et puis je vous le disais tout à l'heure, cette large fenêtre sur le Mali va se poursuivre avec notre invité dans un instant, Bakary Samb, spécialiste relations internationales et diplomatie. Suivez également à 21h et 22h deux débats live autour de Mamoudou Ibra Kane en français puis El Hadji Assane Gueye en Wolof. Le débat les deux débats donc porteront bien entendu sur ce renforcement du dispositif stratégique de la gouvernance publique. Macky Sall a fait l'annonce hier de la création pour bientôt d'un office national anticorruption. Eh bien, il y aura autour de Mamoudou Ibra Kane Abouabel Thiam, conseiller spécial porte-parole du président de la République, Elimane Kane du Forum civil et Aliou Sow, ancien ministre. En Wolof, il y aura Moubarak Lo, directeur de cabinet adjoint du président de la République. Aliou Sow revient également et Elimane Kane du Forum civil. Ce sera respectivement à 21h et à 22h. Et je reçois de suite Monsieur Samb. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Samb, vous êtes spécialiste en relations internationales et diplomatie. Aujourd'hui, nous parlons du Mali et de cette crise qui secoue le pays voisin depuis pas mal de temps. Alors, le régime de Muammar el-Kadhafi tombe, la rébellion Touareg s'agite, les militaires maliens réclament plus de moyens pour faire face à cette rébellion et finissent tout de même par faire un coup d'État. Le scénario a-t-il été logique? Je ne peux pas dire que le scénario a été logique, mais quand même ce scénario pourrait s'expliquer par certains faits. Rappelons la mauvaise gestion de la question Touareg par ATT, qui, lors de son mandat, n'a pas beaucoup investi dans cette région du nord du Mali, contrairement au Niger, qui a pris à bras-le-corps cette question-là. L'autre chose, c'est la manière dont l'après-conflit libyen a été géré au Mali. On a vu qu'au Niger, les armes qui étaient avec les combattants partis en Libye n'ont pas pénétré totalement, en tout cas dans le territoire nigérien. Ce qui a été le contraire au Mali, où on a découvert dès les débuts du conflit avec le MNLA des armes lourdes d'une grande quantité qui sont passées depuis la frontière libyenne. Ça, c'est deux choses très importantes. Quelque chose à la décharge peut-être de ATT, il était quand même en fin de mandat et n'a pas pu beaucoup gérer ces questions-là de la manière idoine. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans l'attente du retour de l'ordre constitutionnel. Mais tout cela complique davantage le règlement de cette rébellion, puisque de toute façon, pendant que le Mali implose, les Touaregs ont encore le temps de se réarmer, de mieux se préparer.
La situation au nord du Mali est très complexe. Il y a la présence de deux conflits en même temps. Le premier conflit, le premier front ouvert par l'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et l'autre front par les rebelles du MNLA. Les deux revendications sont différentes. Pour AQMI, c'est l'installation ou l'instauration d'une république islamique au nord du Mali. Pour le MNLA, c'est la création d'un État qu'ils appelleraient Azawad. Et ce conflit dure depuis 50 ans. Donc ces deux choses qui se passent en même temps sur le même territoire malien. Et rappelons aussi la responsabilité, je pense, des autorités maliennes sur cette armée malienne qui était complètement déstructurée, où il y avait à peu près 50 d'officiers qui étaient dans de très bonnes conditions, avec une armée laissée à elle-même, non équipée, et qui a du mal à faire face avec au MNLA suite au coup d'État qui est survenu à Bamako. Alors aujourd'hui, on le sait, la dernière, c'est l'agression du président par intérim. Alors qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence sur la situation actuelle? Situation très surprenante. Qui connaît le palais de Koulouba à Bamako? C'est assez hallucinant, oui. Avec la difficulté d'accès à ce lieu, et on en arrive à l'agression d'un président de la République. Roué de coups même. Roué de coups. Ce qui laisse croire à des complicités, à chercher, notamment parmi les membres de la junte. On a vu la manière dont certains membres, certains acteurs de la vie politique malienne ont réagi suite même à la signature de l'accord en disant que c'était l'effet d'annonce. C'est le cas du Parena, c'est le cas du parti aussi de Amadou Toumani Touré qui réagit en disant que ce qui se passe au Mali n'est pas la situation normale que l'on attendait. Et donc c'est d'autant plus compliqué que la CEDEAO elle-même, qui est en train de jouer son rôle. Mais moi je m'interroge, lorsqu'on voit que dans cette crise malienne, la médiation appartient au Burkina Faso, avec Blaise Compaoré, dont l'un des conseillers c'est Moustapha Ouldou, l'imam Sharif, qui lui-même est sous le coup d'un mandat d'arrêt international en Mauritanie pour financement du terrorisme, etc., avec le président Ould Abdelaziz. Moi je me pose des questions. Et ce rôle très important du Niger, du Burkina Faso, et ces rivalités sur le plan diplomatique entre les présidents burkinabés et le président Ouattara, comme avec cette Côte d'Ivoire qui remonte un peu depuis la crise. La question est vraiment complexe et je pense que la situation est trouble et à surveiller davantage. Alors, on sait évidemment que le règlement de cette crise, le retour à l'ordre, passe forcément par le succès de cette médiation. Aujourd'hui, quel est l'avenir même de cette médiation du coup ? Oui, cette médiation-là, il y a un aspect qui est à gérer, c'est l'orgueil des Maliens qui, on les a entendus tout à l'heure dans le reportage, qui se disent que notre pays va peut-être être occupé par une armée étrangère. N'oublions pas que l'Union européenne et les États-Unis parlent d'un fonds de 400 millions de dollars à débloquer pour financer une opération pour déloger les islamistes du nord du Mali. C'est seulement ce qui les intéresse dans le conflit, ou en tout cas ce qui menace leurs intérêts. Et je pense que si on met sur la table toutes ces choses-là, avec l'intérêt des Occidentaux à contrôler cette région, notamment pour ce qui est de la libération des otages. N'oublions pas que ce l'imam Sharif a été le médiateur toujours chargé de libérer les otages, que ce soit espagnol ou suisse. Et aujourd'hui, cette zone-là est l'objet de convoitises. Il y a peut-être d'autres choses qui se cachent derrière ce conflit-là, mais indubitablement, c'est un conflit qui vient déstabiliser la région ouest africaine et le Sahel de manière générale, surtout qu'on nous parle déjà d'une crise alimentaire qui se profile à l'horizon. Et un rapport des Nations Unies parle même de 1 million de Sénégalais qui seraient menacés par ce fléau-là. Je pense que ce conflit-là, c'est un conflit à prendre au sérieux et à surveiller davantage parce que c'est vraiment à nos frontières et, si j'ose dire, à nos portes. Alors, dernière question, professeur Samb. Serait-ce naïf de dire que la présence de Amadou Toumani Touré au Sénégal met un peu le pays dans une situation plus ou moins délicate? Oui, il y a eu des interrogations sur l'exfiltration de ATT à partir du Mali pour venir au Sénégal. Mais moi, je crois que nous sommes des Africains. Le Sénégal est une terre d'hospitalité. On ne peut pas reprocher cela au gouvernement sénégalais qui a joué son rôle. Le Mali et le Sénégal, ça ne date pas de maintenant. On était même, à un certain moment, dans une même entité politique, quand on parle de Sénémali. Mais
ce qui, par contre, est surprenant, c'est cette présence massive, en tout cas cette présence du Burkina Faso comme pays qui joue à la médiation, la Côte d'Ivoire, alors que ces rôles-là, naturellement, étaient dévolus au Sénégal, qui malheureusement a subi les affres de la politique de Wade, sa diplomatie, si j'ose dire, s'il y avait une diplomatie, en tout cas, les dégâts du régime d'Abdoulaye Wade sur la diplomatie sénégalaise qui n'ont pas encore fini d'avoir leur effet sur notre image et notre leadership dans la sous-région. Professeur Bakary Samb, merci beaucoup. Vous êtes spécialiste en relations internationales et diplomatie, c'est bien cela. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis, mais surtout restez avec nous à 21h exactement, dans un peu moins de 30 minutes. Mamoudou Ibra Kane avec Abou Abel Thiam, conseiller spécial porte-parole du président, Eliman Kane, Forum Civil, et Aliou Sow, ancien ministre. Bien entendu, le débat portera sur l'annonce de Macky Sall de mettre sur pied un office national anti-corruption, entre autres questions. Tout cela qui tourne autour de la lutte contre la corruption et cette politique d'austérité du nouveau régime. En Wolof, ce sera 22h avec El Hadji Hassan Gueye, Moubarak Lo, directeur de cabinet adjoint du président de la République, Aliou Sow, ancien ministre, Eliman Kane du Forum Civil. Ne nous quittez pas. Les Grands Moulins de Dakar vous invitent à la 20e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis. Du 23 au 28 mai 2012, venez vivre le meilleur du jazz au Sénégal. D'intenses moments de communion rythmés par des manifestations culturelles. Du Takousanoundar à la lutte traditionnelle. Des projections de films sur les grands noms de la musique jazz, de grands spectacles sur la scène du IN et de grands concerts dans la partie off durant une semaine avec une pléiade d'artistes. Venez tous vivre la puissance du son et la beauté des lumières dans la belle ville de Saint-Louis. Les Grands Moulins de Dakar, la marque de confiance. Se lever chaque matin dans sa propre maison. Il n'y a rien de plus agréable. Avoir son propre espace de vie. Être aux petits soins de son mari, dans le confort et la sécurité. Oh, est-ce vraiment possible? Bien sûr, avec la Cypress, c'est possible. Devenez propriétaire d'une villa à Lazare, située dans la ZAC de Bao, près de l'autoroute à péage. Offrez à votre famille un cadre de vie agréable. Chérie, ça suffit maintenant. On réserve quand? Akren avec Orange, hôtel Julium, li kay tel na ma. SMS 10 francs. Lolu neex na de. ak promo raktak Giren ak Orange man nga wote fu ne. Téléphone moins cher. ñëw fa. Souki mooy suukar bu mokk bi leen Grand Moulin de Dakar jagleel. Souki di suukar bu weex tàll di melax ñu defaree ko bantu suukar bu wér. kon nag daw leen gaaw ci seen bépp boutique Souki Grand Moulin de Dakar mi ñëpp wóolu moo leen ko jagleel. mbokki amateur yi déglu leen koo xam ni saa yu tëggee mu neex stade bi fees mbër yi doon ñoo xam ne ay mbër yu aay la ñu doon du kenn ku dul Gaston Mbengue le Don King de l'arène sénégalaise dellu siwaat na nag mbokk yi ndax ku yokk cere il faut que rek nga dolli ñeex ñetti fan ci weeru juillet lay doon ca stade Demba Diop Gaston Mbengue tëgg fa tournoi claf bi ñu ne ko foofu ngay yem mu ne déedéet boole naa ci xale bi nga xam ni moom la waa Thiès Buut Kayar Ndiassane yaakaar muy Muudu Anta di xale bi nga xam ni dafay bëre ba naaw boole ko Balla Diouf bu Faas di Cœur de Lion ñu yaakaar ni Gaston fa lay yem mu ne déedéet ñetti fan ci weeru juin damay tëgg diggante Cech ak ki nga xamante ne nii moom mooy Souley Top ne ko dinaa la tamaate Cech ne ko defal ndànk ndax man fi ma jógee mooy Angleterre kon ñetti fan ci weeru juin Moodu Anta Balla Diouf Cech ak ki nga xamante moom mooy Souley Top stade Demba Diop en direct ci télévision Futur Média ku ma fa dégg ne ma massa man yaakaar naa ni combat boobu kat moom
day nekk daan bu bees bi di caxagun kon yéen ñëpp mbokk yi ñetti fan ci weeru juin ca stade Demba Diop ak le Don King de l'arène sénégalaise di Gaston Mbengue. hey Mbaye Alaaji Mamadou Mbaye Garmi promoteur bu mag bango Papa Dia production indeeti na lu bees mu di drapeau fekkee ma ci boole. hey Boubacar c'est le promoteur des grands événements de la lutte simple kooku mooy kan Papa Dia doomu ngéeñeen bu mag bi kan nag dëgg-dëgg moo bàkk bés boobule kooku nag dëgg-dëgg moom mooy nag ki nga xam ne kii mooy ministre de la culture et du tourisme kooku mooy kan président fekkee ma ci boole mos na la cër de moom nag lañu jox cër nag